Alors, bonjour à tous, Victoria Blair, responsable commerciale de chez Gay-Lussac Gestion. Je suis accompagnée de Louis Defels, qui est donc directeur de la gestion collective et associé chez Gay-Lussac Gestion, ainsi que Hugo Voyaume, qui est co-gérant de la gamme de fonds avec Louis. On vous remercie d'être présents sur notre nouvelle réunion macroéconomique. L'idée de cette réunion aujourd'hui est de vous donner notre point de vue sur la situation macroéconomique actuelle et à venir et vous dire un petit peu comment on s'est adapté dans notre gamme de fonds. Donc je vais déjà tous vous demander de vous mettre en mute. On va essayer de tenir cette conférence sur une trentaine de minutes environ pour vraiment laisser le temps aux gérants de répondre à vos questions. Et je vais donc laisser la parole à Louis Defels qui va commencer cette conférence. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Victoria. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire meilleur timing que ce matin avec l'arrivée du nouveau variant. Donc je vous propose de passer directement page 4 de la présentation pour parler de la fameuse pandémie. Donc avant de rentrer sur le nouveau variant, déjà on voit qu'avec l'arrivée du froid, l'Europe fait face à une 5e vague. Donc c'est vraiment une situation qui s'est fortement dégradée ces derniers temps. On reparle encore de nouveaux confinements, que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne. On verra bien donc tout ça avant le nouveau variant. Il faudra aussi surveiller avec attention ce qui se passe aux États-Unis, puisque la situation se dégrade également là-bas. Et surtout, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'on est largement au-dessus des précédents pics par rapport à l'année dernière. Et de plus en plus, on voit qu'aussi ce sont les jeunes générations, les 6-10 ans, où les cas explosent. On voit que les écoles ferment de plus en plus. Donc on verra bien qu'en l'année, j'espère que l'année va pas trop mal non plus se terminer. Mais la seule bonne nouvelle, c'est que les cas d'hospitalisation restent toujours bas. Donc on voit que pour le moment, le vaccin est la seule solution. Et ce qui est très important sur la slide suivante, vous voyez qu'on parle de 3e dose, bien évidemment, parce qu'après 6 mois, on voit qu'il y a une moindre efficacité du vaccin. Donc, notamment, le président Macron a pris des bonnes mesures. Vous avez vu qu'à partir du 15 janvier, il faudra quasiment sa 3e dose de rappel pour pouvoir avoir son pass sanitaire. Donc c'est vraiment une bonne chose, qu'on voit qu'en France, on est plutôt assez limité, même si on vient de redépasser les 30 000 cas par rapport à nos voisins anglais, allemands ou même dans les pays nordiques. Enfin voilà, ça peut paraître un peu du passé, parce que si on va sur la slide suivante, donc je pense que tout le monde parle du nouveau variant sud-africain, le fameux Omicron, que tout le monde en parle, donc depuis le fameux vendredi. Donc si on avait eu cette conférence la veille, je vous aurais dit qu'on n'était peut-être pas trop inquiet, que peut-être il y aurait eu moins d'efficacité du vaccin, mais ça allait. Et c'est vrai que hier, je crois qu'hier soir, dans le Financial Times, notre ami Banktel a dit que les vaccins seraient peut-être moins efficaces. Donc après, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, parce qu'on sait qu'il a peut-être besoin de faire remonter son cours de bourse, mais non, sans plaisanterie. Ce qu'on peut penser, c'est que pour l'instant, on n'a absolument aucune idée, donc il va falloir attendre 10 jours. Donc clairement, il va y avoir de la volatilité. On viendra plus tard ce qu'on fait dans les fonds, mais clairement, cette volatilité, il faudra mettre à profit. Donc bien sûr, beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, mais clairement, la technologie ARN va pouvoir permettre de répondre assez vite. Donc pour l'instant, il y a plusieurs solutions. Donc juste voir si un booster avec un peu plus, mettre 100 mg au lieu de 50 pourrait marcher. D'après ce qu'on nous a dit, ce ne serait peut-être pas le cas. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, très en amont, Moderna et Pfizer continuent de travailler sur les différentes mutations. Donc peut-être qu'ils pourraient en trouver une. Et s'il fallait attendre un booster spécifique à l'Omicron, il faudrait attendre quasiment 100 jours. Donc ça serait quand même le pire des scénarios. Mais voilà, quand même 3 mois, ça pourrait être une réponse assez rapide et qui pourrait quand même soulager un peu les marchés. Mais après, la bonne nouvelle aussi, c'est que vous savez que ce variant, les coronavirus, quand il mute autant, je crois qu'il y a eu plus de 50 mutations là-dedans, on peut penser qu'il sera beaucoup plus viral, mais s'il est beaucoup plus viral, il peut être peut-être moins létal, donc beaucoup moins mortel. Donc ça serait quand même une bonne nouvelle, donc il ne faut pas avancer trop vite, parce qu'un coronavirus, si vraiment il devient extrêmement contagieux et que tout le monde l'a, il pourrait peut-être, pourquoi pas, avoir une immunité collective, surtout s'il n'est pas du tout létal. Donc ça, on est encore trop tôt pour le dire, mais c'est peut-être la seule petite bonne nouvelle à prendre dessus. Enfin voilà, donc nous, on va parler plus macroéconomie qui vous intéresse plus, parce que je pense pas qu'on ait beaucoup de valeur ajoutée à vous parler du variant et de tout ça, parce qu'on n'est pas épidémiologiste, hein, Victoria, toi aussi. Donc voilà, allons nous focaliser plutôt sur la macroéconomie.
qui est plutôt bonne. Vous avez vu, là encore, la semaine dernière, les PMI européens étaient encore très bons. Donc les composants flash, on est sorti à 55,8, on était à 54,2 au mois d'octobre. Pareil pour les services, 56,6 contre 54,6 au mois d'octobre. Donc c'est quand même assez bon. On voit également aux États-Unis que le consommateur américain n'est pas mort. Vous avez vu que les ventes au détail étaient quasiment 20% au-dessus des niveaux de 2019. Et je vous rappelle qu'il y a quasiment un excès de 5% d'épargne au niveau mondial qui pourrait toujours venir alimenter toujours ce fameux consommateur américain et mondial. Donc là, on voit que c'est plutôt bien orienté. Si on va sur la page suivante, je pense que vous aurez plein de questions sur l'inflation. Donc c'est vrai que la seule petite bonne nouvelle, à la limite du nouveau variant, c'est que ça va peut-être calmer l'inflation. Mais quand on regarde les chiffres macro plus en détail, et quand on regarde les indicateurs avancés, donc des chiffres PMI de l'année dernière, on voit que les nouvelles commandes sont de 55,8 contre 54,2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un rebond des nouvelles commandes, c'est-à-dire que l'offre va mieux. Vous savez, tous ces problèmes de politique, de problèmes de pénurie de semi-conducteurs, et on voit, ce matin encore, en venant au bureau, j'écoutais le patron de Valeo qui faisait une interview sur BFM, qui disait qu'il arrivait à optimiser et que ça allait mieux. Toyota aussi a dit que ça allait dans l'automobile, donc on peut peut-être arriver à cette début de la fin de la problématique d'offre, parce que c'est ça ce qui a fait pousser l'inflation, c'est que c'est reparti d'un coup, tout le monde a voulu reconsommer d'un coup, et il y avait une vraie pénurie d'offres. Donc si ça se rééquilibre, ça serait peut-être le début de la fin de tension. Voilà. Là, d'ici quelques minutes, je crois qu'à 11h, il y a le chiffre de l'inflation qui va sortir pour la zone euro. Vous avez vu le chiffre en Allemagne qui est sorti, donc on attend à peu près 4,5% pour le mois de novembre contre 4,1% au mois d'octobre. Mais clairement, pour nous, c'est le pic. Clairement, c'était attendu. Voilà, aux États-Unis aussi, vous verrez que ce sera le pic de l'inflation pour le mois de novembre-décembre. Et dès janvier, vous allez voir, l'inflation va commencer à baisser jusqu'à l'été 2022. En Europe, pourquoi? Parce que vous aurez la fin de l'effet de base, rappelez-vous, lié à la TVA qui était en Allemagne. Donc nous, on est assez en ligne avec les banques centrales en disant que l'inflation redescendra tranquillement d'ici l'été prochain, sous les 2%. Voilà, donc on pourra en venir plus en détail sur cette thématique qui, j'en suis sûr, vous avez plein de questions. Alors, sur la page suivante, aussi page 10, la vraie bonne nouvelle, les résultats des publications du troisième trimestre, qui une fois de plus étaient au-dessus des attentes, on a même eu une croissance quarter on quarter positif aux États-Unis. Les marges sont au plus haut historique quand on regarde le S&P et on continue d'anticiper des marges assez élevées. Comment ça se passe? Parce que les gens ont sous-estimé le pricing power de ces sociétés. Vous vous rappelez que nous, c'est une thématique qui nous est chère, les sociétés à forte pricing power. Et surtout, il y a eu une énorme productivité. Tous les investissements qui ont été faits dans le digital depuis la crise du Covid ont permis une énorme flexibilité des entreprises, une grande productivité qui a largement compensé la hausse des salaires qui est surtout sur les bas revenus. Donc il n'y a pas du tout cette spirale boucle inflation prix-salaire ce qui pourrait venir impacter certaines sociétés. Donc pour l'instant, on voit que les sociétés s'en sortent plutôt bien et conservent des marges historiquement élevées. Et ce qu'on voit à peu près pour 2022, c'est encore trop tôt, notamment avec l'arrivée du nouveau variant. Mais pour l'instant, le consensus attend entre encore plus 7, plus 10% de croissance de bénéfices par action. Mais comme vous savez, le consensus en fin d'année n'est jamais ce qui se reflète l'année suivante. Donc espérons que ça soit même au-dessus de cela. Et l'autre bonne nouvelle aussi, qui n'est pas encore vraiment intégrée dans les marchés, c'est les plans de relance qui sont enfin arrivés aux États-Unis, en Europe, sauf qu'en Europe, ils ont été signés il y a plus d'1 an, et ça va enfin arriver. Vous savez que nous, on a une grande préférence, notamment pour les valeurs italiennes dans nos fonds, parce qu'il y a un vrai impact positif. Rappelez, depuis qu'il y a Mario Draghi aux commandes et tout le nouveau plan de BCE de relance, vous savez, les fameux plans de digitalisation et d'infrastructure. Donc c'est une thématique que l'on aime beaucoup, que vous retrouvez à la fois dans notre fonds microcaps, flexibles et d'autres, des valeurs comme Digital Value, B, Shaping the Future, Salchef qui est dans toutes les infrastructures ferroviaires. On pourra reparler valeurs si vous voulez tout à l'heure. Donc ça, c'est une thématique que l'on aime beaucoup. Et on pense que voilà, c'est encore sous-estimé par beaucoup. Alors, au niveau macroéconomique mondial, donc la croissance attendue est encore vigoureuse dans de nombreux pays occidentaux. Il n'y a que la Chine, avec tous les problèmes de l'immobilier, qui sera en dessous de sa croissance potentielle. On attend 4,8% selon Jean-Pierre Petit, entre quasiment 5,5% de croissance
pour le consensus. Donc c'est vraiment à cause de cette problématique immobilière. Et c'est pour ça que nous on est assez prudents. Vous savez que de toute façon, par notre process de gestion, nous n'avons pas de matières premières en portefeuille. Mais quand vous voyez que la Chine va ralentir tout l'immobilier qui est quasiment pour 25% du PIB dedans, j'ai du mal à voir des matières premières durablement élevées. Donc on pourra encore revenir. Donc une fois de plus, rappelez-vous, on avait parlé d'un scénario pendant longtemps de stagflation. Pour l'instant, plus personne n'en parle. Nous, même si vous avez compris qu'on continue d'être aligné avec les banques centrales, on préfère parler plutôt d'un scénario de growthflation, c'est-à-dire une forte croissance avec une inflation qui pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Donc en tout cas, sauf variant, on peut dire que la croissance sera quand même de nouveau au rendez-vous en 2022, ce qui est quand même assez positif pour les marchés financiers. Et si nous avons une croissance avec en plus, donc sur la page suivante, des banques centrales toujours accommodante. Donc la vraie bonne nouvelle, c'est que notre président Jérôme Powell a été confirmé par le président Biden, avec une nouvelle vice-présidente qui est elle aussi très dovish pour le marché. Et de toute façon, Christine Lagarde a toujours dit simplement que les taux resteraient bas pendant encore des années. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Donc on verra, vous avez vu, le président Powell a parlé avec le nouveau variant, est-ce que ça va remettre en cause la rapidité du tapering? On verra, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Mais néanmoins, qui dit tapering ne veut pas dire réduction du bilan des banques centrales. Je vous rappelle que jusqu'à l'été prochain, la Fed va encore injecter 600 milliards, si c'est toujours la réduction de 15 milliards, 600 milliards dans l'économie. Et au niveau du monde, au niveau des banques centrales totales, il y a quasiment plus de 2000 milliards qui vont être injectés encore par les banques centrales. Et quand vous voyez les graphiques des deux banques centrales, on aurait pu rajouter le graphique du S&P, et vous pourrez remarquer que le S&P est 100% corrélé au bilan de la taille des banques centrales. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La liquidité est toujours abondante, et on peut croire en ce fameux duo Powell-Lagarde, qui va être encore là pendant longtemps, et donc ne boudons pas notre plaisir. On en parlera après stratégie. Donc ces volatilités sont à mettre, sont à profiter, parce que le fameux TINA, There is no alternative, est vraiment toujours d'actualité. Et c'est ce que vous voyez sur la page suivante. Vous voyez, donc ça c'était même avant la chute de vendredi. Les primes de risque offrent toujours beaucoup de potentiel, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Il n'y a pas photo, il faut toujours largement privilégier les actions par rapport aux obligations. Aujourd'hui, quand on fait la moyenne, on est quasiment revenu à 4,5 d'equity risk premium, donc de prime de risque, contre quasiment une moyenne de 4% sur 30 ans. Donc il faut toujours privilégier les actions par rapport aux obligations. Donc voilà, donc on a fait assez rapidement sur la partie macroéconomique. Donc je voulais faire un petit point sur les fonds, donc directement page 15. Ce qui est intéressant, c'était, vous connaissez pour la plupart souvent, c'est vraiment notre process de gestion, vous savez, qui est très qualité, donc qui est low vol, low beta, momentum. Vous savez, le maître mot de ces trois filtres au début, c'est très qualité. Je sais que tout le monde dit qu'on a des sociétés de qualité, mais quand vous êtes low vol, c'est des sociétés à forte visibilité, avec des fortes marques, forte pricing power, type Hermès, Nestlé, vous connaissez tous. Vous avez bien vu que c'est des valeurs qui ont très très bien résisté vendredi. On est aussi low beta, c'est une forte décorrélation. Donc c'est vrai qu'en ce moment, des valeurs comme Biomérieux, elle nous a bien aidé dans la journée de vendredi dernier parce qu'elle est complètement décorrélée, au contraire, quand il y a des problématiques. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand le marché est en mode risk-off, et comme ça, on résiste très bien. Et je vous invite à regarder les différentes performances de tous nos fonds. Et rien que sur la journée d'hier, pour la plupart de nos fonds, on avait quasiment déjà effacé la baisse de vendredi. Donc c'était assez en ligne avec notre process. Bon, aujourd'hui, ça rebaisse. Donc voilà, donc complètement en ligne avec notre process, on a une fois de plus délivré. Donc je pense que je voulais aussi, je vais repasser la parole à Victoria avant de vous puissiez poser vos questions-réponses, et je voulais la féliciter pour le très beau travail de référencement que vous pouvez voir page 16. Elle a vraiment fait un excellent travail, et grâce à Victoria, vous allez pouvoir quasiment retrouver vos fonds préférés sur quasiment toutes les plateformes. Voilà, merci Victoria. Merci Louis. Moi, je vais en profiter pour faire un petit point du coup sur les référencements. Vous voyez sur le tableau qu'on a des référencements qui sont acquis et des référencements qui sont en cours. Concernant les référencements en cours, donc notre fonds Raymond James Funds Microcap, Gay-Lussac Green Impact et Gay-Lussac Europe Flex
seront présents et disponibles du coup chez AXA aux investissements vendredi 3 décembre, donc vendredi de cette semaine. Ils seront également disponibles courant décembre chez Swiss Life et notre fonds Raymond James Funds Microcap sera disponible aux investissements chez UAF courant décembre également. On n'est absolument pas fermé à référencer les fonds sur d'autres plateformes, donc si vous souhaitez investir dans nos fonds et qu'ils ne sont pas investis dans les plateformes par lesquelles vous passez, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe commerciale, ce sera avec plaisir. On va donc laisser la place aux questions-réponses. N'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou à prendre la parole directement et à vous démuter. Ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Une question concernant l'inflation et le pic d'inflation dont vous parlez. Si on prend en compte des problématiques sur les chaînes d'approvisionnement en provenance d'Asie notamment, où la situation sanitaire est loin d'être réglée avant le dernier variant qui est apparu, est-ce que c'est pas plutôt une source de tension sur les chaînes de production et une source inflationniste supplémentaire ? Pour nous, c'est déjà largement... On était au summum, on va dire, de ce problème d'approvisionnement pendant l'été et au mois de septembre-octobre. Quand on entend les différentes sociétés, notamment Corvaleo ce matin et d'autres, on voit que ça va un peu mieux. Il est vrai, vous avez raison, la Chine en ce moment, comme ils sont avec leurs Jeux Olympiques qui vont arriver, ils sont en stratégie zéro Covid. Donc ça accroît les goulots d'étranglement. Néanmoins, il y a eu énormément de nouvelles capacités partout dans le monde qui arrivaient. Et moi, je suis prêt, vous allez voir, hors variant, que dans 6 mois, tout ce goulot d'étranglement, peut-être pas dans les semi-conducteurs, parce que les semi-conducteurs, c'est un nouveau marché séculaire qui va être en croissance structurelle pendant les 4-5 prochaines années. Mais on va dire tous les autres goulets d'étranglement que l'on a, il y a énormément de nouvelles capacités qui sont en train d'être construites. Et je pense que d'ici 6 mois, allez, on va dire dans l'été prochain, il y aura même peut-être plus d'offres que de demandes. Et vous allez voir, les banques centrales à ce moment-là diront « Oh là là, on va revenir dans un scénario peut-être désinflationniste, j'espère pas déflationniste. » Et vous verrez que tout va se réinverser, hors variant. Et ça serait, pour l'instant, c'est pas notre scénario de dire que la demande va être inférieure à l'offre, parce qu'on continue, comme on l'expliquait tout à l'heure, que la demande va être soutenue. Donc c'est pour ça qu'au contraire, on pense que la demande et l'offre devraient être enfin équilibrées d'ici l'année prochaine, et on ne parlera plus du tout d'inflation. Merci. Et pour continuer encore sur la partie inflation, donc certes, comme disent les banques centrales, c'est plus long que prévu, donc voilà, ça clairement. Mais ce qui est important, c'est de regarder un peu plus long terme, voilà, un peu plus de 6 mois. Et pourquoi on ne pense pas que l'inflation est là ? Encore, vous avez vu les nouvelles statistiques de démographie en France sur je crois que 2050, ça a été révisé à la baisse. On n'attend plus de nouvelles, on attendait quasiment 75 millions pour 2050 de mémoire d'habitants en France, et ça a été révisé en baisse à 68 millions, qui est à peu près en ligne avec aujourd'hui. Donc vous voyez, donc ça c'est les mêmes problématiques que l'on a partout en Europe et dans les pays occidentaux, c'est que la démographie baisse, plus la digitalisation et tous les investissements qui ont été faits actuellement et qui vont continuer, d'où les pénuries de semi-conducteurs. Pour nous, l'inflation va être structurellement basse et faible de par ces deux tendances très structurelles. Peut-être en attendant la deuxième question, peut vous dire ce que l'on a fait peut-être un peu dans les fonds. On a profité dans notre fonds Europe Flex, vous vous rappelez, on peut avoir une couverture entre 15 et 20%. Là, on était à 20%. Comme le fonds avait quand même très bien résisté dans la journée de vendredi, on s'est mis à racheter progressivement tous les 100 points, quasiment jusqu'à 4000. Là encore ce matin à 4090 sur l'Eurostoxx, on a découvert un peu. Donc vous verrez qu'on enverra jeudi le prochain reporting hebdomadaire, que le taux d'exposition qui était quasiment 48%, on est remonté à 53%. On a profité pour racheter un peu de LVMH quand on l'avait ouverte dans le trou, du L'Oréal, où on n'avait plus de L'Oréal depuis longtemps. Donc ça, on a profité de la baisse récente pour enfin revenir dessus. Et on est revenu aussi dans une valeur qu'on aime beaucoup dans notre fonds Small Cap, qui est San Lorenzo. Vous savez qui sont les bateaux de luxe italiens et qui ont quasiment 4 à 5 ans de visibilité sur le carnet de commande. Voilà, je relaisse la parole pour les questions-réponses. On a une question qui nous dit quelle est l'exposition d'Europeflex et comment comptez-vous la faire évoluer ? Et la deuxième question qui est, avez-vous une originalité dans le domaine de l'ISR ? Pour Europeflex, donc c'est vrai qu'on y a répondu un petit peu, donc là on vient de se réexposer.
Bon voilà, le but c'est que le fonds a très bien résisté, donc la volatilité du fonds n'a quasiment pas bougé depuis 2-3 jours, même aujourd'hui on baisse un peu mais pas tant que ça. Donc l'idée, comme vous avez compris, même si c'est très difficile de se projeter sur le variant, on reste relativement confiant. Le marché avait besoin de corriger, rappelez-vous le S&P on était quasiment 5% au-dessus de la moyenne mobile 50, ça serait bien que le S&P revienne corriger, techniquement revienne, le marché avait un peu besoin de souffler. J'ose espérer que maintenant avec la technologie ARN, on va réussir à faire des miracles très vite. Et c'est que le marché annonce souvent des bonnes nouvelles, même si Jérôme Banquetel nous disait que c'est pendant le temps de refaire des vaccins massifs, ça ne serait pas avant 3 mois. Voilà, le marché se projette, donc il y aura peut-être des révisions à attendre dessus. Mais en tout cas, voilà, donc clairement, on n'utilise pas notre ratio poubelle aujourd'hui. Vous avez vu, ça peut être tentant de vouloir acheter du Airbus, du Safran, des valeurs comme ça. Ça ne rentre pas dans notre top 200, on ne les achète pas. Même dans notre ratio poubelle, pour l'instant, on ne le fait pas. Et on se focalise toujours sur une belle valeur que l'on aime bien. Donc c'est vrai que le taux d'expo est remonté à 53-54%. Et je pense que si on perdait encore 3, 4, 5%, là, à ce moment-là, on serait quasiment investi, on remettrait 2, 3, 4% d'investissement, qui serait quasiment le maximum. Je vous rappelle, le fonds flexible, c'est un fonds équilibré, on ne sera jamais investi à 100%, et la couverture serait au minimum à 15% dans ces cas-là. Merci Louis. Deuxième question, du coup, avez-vous des originalités dans le domaine de l'ISR ? Alors, dans tout ce qui est ESG, donc ce qui était très compliqué pour nous, c'est que comme vous connaissez, on a un process à la fois strict et normé en 4 étapes, on ne revient pas dessus, et on a voulu voir comment réussir à faire concorder l'ESG avec notre thématique. Donc je vous rappelle que notre fonds micro, flex sont en train de passer 8, ça fait déjà plus d'1 an vous avez déjà des reportings extra-financiers que vous pouvez retrouver sur nos sites internet. Vous retrouvez également notre note ESG sur tous nos reportings. Et vous savez que notre nouveau fonds Green Impact vient d'être SFDR 9. Et donc lui, il va encore plus loin dans la politique ESG parce qu'il met des vraies notations à impact. Et donc ça, c'est vraiment le fonds qui est le plus intéressant. Et ce qui est très important, c'est que par exemple pour ce fonds 9, ce que l'on fait, c'est qu'on a à la fois une stratégie best in class, c'est-à-dire que vous savez, avant d'utiliser les filtres low vol, low beta, momentum, on va déjà retirer 20% des valeurs qui sont les moins bien notées. C'est très bon 1%, donc par exemple, imaginez, on a une base de données de 1000, on va uniquement faire les sélections de low vol, low beta, momentum sur le top 800, déjà en enlevant tout ça. Après, on a les exclusions classiques sur tout ce qui est le charbon, la pornographie, etc., etc. Mais ça, bon, à la limite, c'est un peu comme tout le monde. On utilise aussi, pour tout ce qui est mid et large cap, on utilise la plateforme MSCI. On utilise aussi tout ce qui est controverse pour soit ajouter jusqu'à plus 0,5 ou moins 0,5 pour chacune de nos notes. Et enfin, pour tout ce qui est nos fonds micro, small cap, où souvent MSCI n'est pas vraiment cohérent ou il manque de data, on fait notre propre recherche nous-mêmes. Donc maintenant, on est quasiment une équipe de 6-7 personnes à faire ça, dont Daphné Parent qui fait ça à 100% du temps. Et chaque autre analyste fait au moins maintenant un quart de son temps sur l'analyse ESG. Alors, j'ai d'autres questions, Louis. Si votre scénario central macro est réalisé, lequel de vos fonds est le mieux placé ? Green Impact, point d'interrogation, et pourquoi ? Je répondrai un peu différemment, je ne suis pas politicien, je vous rassure, mais le plus important, je pense, vous nous connaissez bien, et vous l'avez vu sur la journée de vendredi, c'est que c'est le process de gestion qui explique la performance. Tous nos fonds réagissent de la même façon et sous-performent de la même façon. Donc, ce qui est intéressant, le process marche. Parce que quand vous êtes dans les micro-caps, plus vous avez un large choix des valeurs, et plus vous avez des valeurs complètement décorrélées les unes par rapport aux autres. Donc, de nature, on a tendance à privilégier la micro-cap si vous n'avez pas de problème de liquidité, parce que sur longue période, c'est ce qui fait la meilleure performance. Mais néanmoins, après, si vous êtes un peu averse au risque, notre fonds flexible marche hyper bien. Vous avez vu, on est complètement, c'est offert du 5% avec moins de 7% de volatilité. Alors sur 3 ans, on est quasiment à plus de 10% de perf, je crois qu'on est à 12% de perf avec que 7% de vol. Et si vous voulez vraiment vous exposer à plus au mid-large cap avec une vraie expertise neuve, bien évidemment, le fonds Green Impact répondra à toutes vos attentes. Oui, tu peux peut-être rappeler en 2 mots ce que c'est que le fonds Gay-Lussac Héritage ? Alors, Gay-Lussac Héritage est un fonds qui est 70% minimum obligations, 30% actions. Donc comment il est géré ? Donc c'est surtout Hugo qui
qui est à mes côtés, à qui on s'en occupe beaucoup, qui a une patte obligataire bien meilleure que la mienne. Donc sur la partie action, comment ça se passe? C'est qu'on va faire un peu notre top best pick. On va mettre pas de micro-cap, on met des small, des mid, des large cap. En fait, on met vraiment nos meilleures valeurs. Et on va couvrir un peu comme Flex, on va couvrir entre 5 et 7%. Donc en fait, le but c'est d'être long 20-25 et shorter 8 pour avoir une expo nette autour de 15% action. Elle peut monter entre 10 et 25 si on est très positif. Et en revanche, pour la partie obligataire, comme vous savez, on n'est peut-être pas, même si Hugo s'en sort très bien, on va souvent uniquement investir dans des sociétés actions, des obligations dont on connaît très bien le sous-jacent actions cotées. Donc des valeurs comme Euronext, etc. Souvent dans les small et mid cap, souvent il y a des primes comme les RPA, ICAT Santé, etc., etc. Et souvent on va les faire du portage et aller jusqu'au bout. On ne va pas s'amuser avant la 2022 pour aller chercher la 2024, voilà, pour vraiment gagner rien du tout. On ne va pas prendre du tout de risque sur la duration, on ne va pas s'amuser à aller chercher des trucs à des rendements hyper élevés. On a bien vu pendant la crise du Covid que le risque rendement était absolument pas là. Donc voilà, donc pour l'instant on fait du portage dessus et c'est vraiment la partie action qui va permettre de donner un peu de bips de performance. Le fonds est SRRI 3 et il a fini l'année 2020 avec une performance positive de plus 6% et une volatilité de 3% à 3 ans. Et comme dit très justement Hugo, on ne peut pas mettre c'est uniquement du investment grade, hein, c'est pas un fonds high yield, donc c'est vraiment un fonds très défensif. Alors Louis, j'ai d'autres questions. Ne croyez-vous pas qu'à moyen terme, la démondialisation et la transition énergétique entraînera de l'inflation? Oui, ça c'est sûr. Et on le voit déjà. Donc clairement, si aujourd'hui on doit suivre les accords de Paris, réduire le degré, si on veut vraiment être complètement aligné, on va devoir faire des investissements colossaux, donc dans les énergies renouvelables, etc., qui vont faire monter le prix de l'électricité, le prix de la tonne sur CO2. C'est pour ça qu'en ce moment, on est en train de regarder une valeur qu'on aime beaucoup dans notre fonds Green Impact, qui est Verbund, qui est complètement corrélé au prix de la tonne de CO2 et de l'électricité. Mais voilà, ça ne sera pas une inflation généralisée, parce que qu'est-ce qu'on appelle l'inflation? Je vous rappelle, c'est la hausse généralisée des prix. La transition énergétique ne va pas faire augmenter le prix général des salaires, etc. Mais en revanche, sur des trucs très ciblés, bien évidemment, ça va faire monter certains produits, et c'est très problématique parce que cette transition écologique coûte beaucoup d'argent et sera assez inflationniste. Autre question, donc, concernant Raymond James Funds Microcap, allez-vous le rendre éligible PEA-PME? Non, parce que c'est vrai qu'on aurait pu, on avait hésité, c'est vrai que le seul fonds PEA-PME que l'on a, c'est le fonds Microcap, mais qui est toujours fermé. Néanmoins, le PEA-PME, vous savez, le problème, c'est que dès que vous êtes en dehors de France, c'est assez compliqué de trouver la vraie éligibilité. Et puis, non, c'est une contrainte de gestion qu'on ne va pas se remettre. Donc c'est vrai que, et aussi, c'est par frustration, parce que quand on avait notre fonds Microcap France, que vous connaissez tous pour la plupart, on était toujours catalogué fonds PEA-PME, et c'était un peu frustrant. Parce qu'il y a des gens qui vous mettaient des tickets juste pour le PEA-PME en leur disant mais regardez les performances du fonds, mettez-les dans votre compte titre, mettez-le dans votre assurance vie et arrêtez de nous cantonner qu'au PEA-PME. Donc voilà, pas de PEA-PME. Très bien, merci Louis. Vous semblez donc confiant globalement. Quel élément pourrait éventuellement vous faire changer d'avis? Alors clairement, le grand risque, c'est une mauvaise communication des banques centrales. Les banques centrales, voilà, ça fait 10 ans que c'est elles qui drivent tout le marché. Moi, j'ai appris depuis le début, c'est don't fight the Fed. Hein, ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui. On va pouvoir faire confiance à Jay Powell. Donc voilà, clairement le gros risque. Donc bien évidemment, ça pourrait être le variant où ça marcherait pas du tout. Mais voilà, j'ai du mal à être trop négatif sur le variant parce que voilà, il y a les RN, ça pourrait être vite fait. Et comme je disais tout à l'heure, si le virus mute énormément, il se peut qu'il soit beaucoup moins dangereux et beaucoup moins mortel. Et dans ces cas-là, limite, ça serait une très bonne nouvelle, comme ça, il y aurait vraiment, on l'aurait tous, et puis il y aurait un peu une immunité collective. Mais bon, ça c'est peut-être un wishful thinking. Donc clairement, voilà, le principal risque, c'est une mauvaise communication des banques centrales. Quel mécanisme utilisera la Fed pour diminuer son bilan le moment venu et que préconisez-vous alors pour les placements en actions?
Alors, clairement, on rappelait, le premier tapering c'était 2013, beaucoup de hausses de taux en 2017 et 2018, 4 hausses de taux. Et qu'est-ce qui a fait chuter le marché au quatrième trimestre 2018? C'était que pour la première fois, la Fed avait arrêté. Donc déjà, il n'y avait plus de quantitative easing, mais avant, quand les coupons tombaient, ils étaient réinjectés dedans. Donc c'est-à-dire que le bilan de la Fed ne baissait pas. Néanmoins, en 2018, ils ont commencé à reprendre de la liquidité et à réduire le bilan. Et on a vu ce qui s'est passé. Immédiatement, le marché s'est mis à chuter assez violemment, et tout de suite, volte-face de la Fed en disant non, vous inquiétez pas, on arrête les bêtises. Et tout de suite, 2019, le marché est remonté. Donc je trouve que, même si c'est pas très sain, les banques centrales sont un peu prises à leur propre piège. Et c'est pour ça qu'on pense que les taux réels, le seul moyen de se désendetter, c'est d'avoir des taux réels négatifs. Et nous, on pense que les taux réels, en tout cas en francs, en Europe, vont rester négatifs pendant des années, notamment avec la démographie qui arrive, comme on parlait tout à l'heure. Les taux réels vont rester négatifs peut-être pendant les 10 prochaines années. C'est un très bon moyen de désendetter les États. C'est plus les retraités qui vont en souffrir aussi. Donc, ça laisse un très bon investissement pour le marché action. Néanmoins, imaginons si finalement le virus part, notre scénario ne marche pas, la croissance est beaucoup plus inflationniste que l'on pense, il y aurait une ou deux hausses de taux aux États-Unis en 2022, mais on ne voit pas avant 2023 ou 2024 une contraction du bilan de la Fed. Bon, vous me direz, c'est dans longtemps, on peut se tromper, mais pour le moment, je ne vois vraiment pas ni la Fed et encore moins la BCE réduire le bilan. Donc clairement, si ça arrive, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour le marché action, clairement. Très bien, merci Louis. J'ai pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat ou par téléphone. Donc, souvent que ce soit dans les interviews, là, dans les conférences téléphoniques que l'on fait ou quand je passe à la télévision, on me dit souvent, mais Louis, toute ton équipe, ou chez Gay-Lussac, vous êtes toujours un peu boule. C'est vrai, pour l'instant ça nous a donné plutôt raison, mais voilà, ne boudons pas nos plaisirs, les banques centrales sont là. Certes, le marché est cher, mais on voit bien que la prime de risque est encore très positive et privilégie les actions. Le fameux there is no alternative est toujours là. Je ne vois vraiment pas dans quoi on peut mettre l'argent à part. Vous avez vu, de toute façon, tout a monté, que ce soit le luxe, l'immobilier, le vin, les montres, tous les produits de luxe ont tout à monter. Et la bourse aussi. Donc peut-être il y aura la volatilité en 2022 ou peut-être en fin d'année avec le variant. Il faut la mettre à profit. Clairement, si voilà, des très belles valeurs comme les Dassault Systèmes, les LVMH, vous avez vu quand LVMH a ouvert à moins 12%, clairement, voilà, c'est des opportunités. Il y en aura d'autres, pas besoin de se précipiter non plus. Et clairement, on continue de privilégier le scénario d'acheter les baisses, surtout à tout moment, parce qu'il n'y a pas de raison que le marché en 2022 ne soit pas haussier, sachant que je vous rappelle que le marché donc directeur, le S&P, est 100% corrélé à la taille des bilans des banques centrales. Merci Louis. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie d'avoir été présent à cette nouvelle conférence macroéconomique. J'en profite pour vous rappeler que toute l'équipe de Gay-Lussac Gestion se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, que ce soit donc sur des valeurs, sur du côté commercial ou sur notre gestion ou de la macroéconomie. N'hésitez pas à nous contacter. On se fera un vrai plaisir d'y répondre. Merci à tous. Merci beaucoup.